Leur plainte a été officiellement déposée hier. Bien sûr, nous ne remettons pas en question le fait qu'il existe bel et bien des crypto-sécurités. Il nous semble qu'il y a un argumentaire solide visant à montrer qu'il s'agit d'une crypto-commodité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une interview donnée au Wall Street Journal par le PDG de l'échange crypto américain Coinbase. L'entrevue originale a été publiée en date du 11 juin 2023 et aborde le thème de la bataille réglementaire actuellement en cours aux États-Unis depuis que la SEC, le gendarme financier américain, a intenté un procès à plusieurs exchanges, notamment Binance et Coinbase. L'un des enjeux principaux de ces actions en justice est la clarification de la législation en vigueur. Coinbase demande des consignes et une jurisprudence claire permettant de déterminer si un jeton donné est une commodity ou une security, car le flou réglementaire actuel pénalise la totalité de la branche américaine du secteur crypto. Cette catégorisation des actifs financiers est critique. Les commodités, dont l'or et vraisemblablement le Bitcoin font partie, relèvent aux États-Unis de la CFTC et font l'objet d'une législation beaucoup plus permissive que les sécurités. Celles-ci, quant à elles, dépendent de la SEC. L'action d'une entreprise, comme par exemple une action Microsoft ou Nvidia, une obligation gouvernementale ou un produit dérivé comme une option, sont des exemples de sécurité. Depuis 1946, le Howey Test est utilisé pour déterminer si un actif financier est une sécurité au sens du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934, promulgué en réaction à la crise financière de 1929. Une sécurité, pour être considérée comme telle, doit remplir 4 critères. Il doit y avoir un investissement financier dans le cadre d'une entreprise commune, dans le but de générer des profits dérivés des efforts de tierces personnes. Si l'on compare par exemple une action Tesla, qui est une sécurité, à une once d'or, qui est une commodité, on constate par exemple que les deux consistent en un investissement financier dans le but de générer des profits, les critères 1 et 3 sont donc remplis, mais que l'or, contrairement à l'action Tesla, ne remplit pas les deux autres critères, puisqu'il est miné de manière décentralisée et que sa valeur ne dépend pas des recherches et du travail d'ingénieurs, comme c'est le cas dans l'entreprise automobile. Toute la difficulté des actifs crypto est qu'ils brouillent la démarcation jusque-là claire entre sécurité et commodité. Une sécurité peut maintenant devenir une commodité si elle se décentralise suffisamment, par exemple. Ajoutez à ce flou juridique la mauvaise grâce des régulateurs américains et la volonté apparente de la SEC d'étendre sa juridiction sur le plus de cryptoactifs possible, et vous comprendrez mieux la situation actuelle. Pour gagner ce procès, Coinbase doit non seulement prouver qu'aucune des cryptos qu'ils ont proposées ne sont qualifiables de sécurité, mais aussi que leur service de staking ne remplit pas ces critères, ce qui semble peu probable. Ces actions en justice ont une grande importance, non seulement en Amérique, mais pour le secteur crypto dans son ensemble. Une législation restrictive pourrait fortement nuire au dynamisme de l'écosystème et accélérer la migration des services de trading vers des paradis fiscaux et légaux au cours des prochaines années, un phénomène que l'on nomme arbitrage réglementaire. Bien, sans plus attendre, voici ce que Brian Armstrong a à dire au sujet de la situation actuelle. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Commençons par rapidement décrire le contexte dans lequel nous nous trouvons. Comme vous le savez, lorsque Coinbase a décidé en 2021 de devenir une société cotée en bourse, nous avons dû décrire en détail nos mécanismes de staking et les actifs que nous listions à la SEC. À ce moment, il n'y a pas eu de problème, et on nous a permis de devenir une entreprise publique. Ce n'est qu'un an plus tard que nous avons commencé à entendre des déclarations contradictoires de la part de la SEC et de la CFTC. De manière générale, avant ce changement, lorsque nous entendions que les consignes avaient évolué, on rentrait tout simplement en contact avec les régulateurs pour leur demander comment nous pouvions nous adapter aux nouvelles règles. Par exemple, quand ils nous ont dit qu'ils pensaient que XRP était une sécurité, nous avons été souples et nous avons arrêté de le proposer, même si en réalité, on ne sait pas encore si Ripple est une sécurité ou non, puisque le procès suit encore son cours. Je vous donne cet exemple pour illustrer le fait que nous avons toujours cherché à collaborer et à être proactifs avec les régulateurs. Mais il y a environ un an, quelque chose a changé et le ton est devenu totalement différent. La SEC nous a fait savoir qu'ils pensaient que tout autre jeton que Bitcoin était une sécurité.
Étant donné que ce n'était pas du tout la manière dont nous interprétions la législation en vigueur, nous leur avons demandé comment ils procédaient pour parvenir à cette conclusion. Mais ils ont laissé cette question sans réponse. Nous avons organisé une trentaine de réunions sur les 12 derniers mois, au cours desquelles ils nous ont posé toutes les questions possibles et imaginables sur notre entreprise, et auxquelles nous avons répondu au mieux. Mais nous n'avons pas vraiment obtenu plus de visibilité sur la meilleure façon de lister les actifs qui les préoccupaient, ni de clarification sur leurs déclarations manifestement contradictoires avec celles de la CFTC. Donc, impossible d'obtenir de commentaires de leur part, et tout d'un coup, nous avons reçu une Wells Notice, une lettre nous informant que la SEC allait intenter une action en justice contre nous. Leur plainte a été officiellement déposée hier. La conclusion que nous tirons de cette situation est qu'on se trouve dans un environnement de la réglementation par l'application, sans livre de règles claires. La seule déclaration publique qu'ils aient faite a été de dire qu'en général, tout autre jeton que Bitcoin était une sécurité. Selon nous, ce n'est pas ce que la loi dit, et si c'était le cas, ça serait plus ou moins la fin de l'industrie crypto américaine. Et c'est pour cela que nous devons mener cette bataille juridique, pour contester cette interprétation qui nuit aux intérêts de notre industrie et des États-Unis en général, et ce que nous sommes très fiers de faire. Bien sûr, nous ne remettons pas en question le fait qu'il existe bel et bien des crypto-sécurités. Comme vous le savez sans doute, Coinbase a examiné les candidatures de plus d'1 millier d'actifs différents, et nous en avons rejeté 90%, au motif que nous pensions que ces projets étaient qualifiables de sécurité, ainsi qu'en raison d'autres préoccupations que nous avions à leur sujet. Nous avons donc été très prudents sur ce terrain. Nous n'avons listé qu'un petit nombre d'actifs disponibles. Nous n'avons jamais contesté l'idée qu'il existe beaucoup de crypto-sécurités. En fait, nous pensons même qu'il serait souhaitable qu'il existe un marché robuste et sain pour de tels produits financiers, qui permettrait aux particuliers de les échanger sous l'égide des lois américaines. Voilà un autre exemple de domaine qui pourrait, à mon avis, bénéficier des innovations que la crypto porte, pour mettre à jour le système financier et faciliter le financement et la levée de fonds. Les crypto-sécurités pourraient faciliter le travail d'entrepreneurs cherchant des investisseurs prêts à injecter des capitaux dans leurs entreprises et dans leurs projets. C'est pourquoi nous avons officiellement demandé à la SEC des clarifications quant à la procédure d'enregistrement et d'émission de tels titres. Coinbase a aussi fait l'acquisition d'une licence de courtage, qui pour l'instant est en sommeil car la SEC ne nous a pas donné la possibilité de l'activer. Nous aimerions pouvoir participer à l'émergence d'un marché des crypto-sécurités. Mais cela dit, il nous semble clair que la douzaine d'actifs listés sur notre site que la SEC considère comme des sécurités sont en réalité des commodités et ne requièrent donc pas leur licence pour être listés et échangés. La SEC argue que nous enfreignons les règles en étant un courtier, une chambre de compensation et un échange sans avoir reçu d'eux les licences nécessaires à la pratique de ces activités. Il nous semble que nous ne sommes pas astreints à l'obtention de ces autorisations et toutes les démarches qui vont avec, car ce sont des crypto-commodités que nous proposons. Si nous pouvions activer notre licence de courtage, nous le ferions, mais la SEC ne nous a pour l'instant pas donné la liberté de le faire. Mais en aucun cas, nous ne prétendons être actuellement un courtier. La question critique ici est la suivante. Qu'est-ce qui rentre dans le champ juridique des sécurités ? Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce à quoi renvoie tout ce jargon, elles sont définies de plusieurs manières, et il y a toute une jurisprudence à ce sujet. Mais pour illustrer simplement, on peut imaginer un spectre avec à une extrémité des cartes Panini et de l'autre des actions Apple. Les autocollants ne sont clairement pas des sécurités. Ils sont échangés et ont de la valeur, mais ils ne sont pas considérés comme relevant de cette catégorie juridique restrictive. Il y a une grande différence entre ces objets de collection et une action Apple. Il semble actuellement que Bitcoin soit plus proche d'une vignette Panini que d'une action d'une entreprise cotée en bourse. Mais la SEC soutient que différents cryptoactifs disponibles sur Coinbase tombent dans le champ d'application des sécurités. C'est un sujet technique et je ne suis pas juriste de profession, mais j'ai eu l'occasion de me plonger en profondeur dans ce domaine au cours des dernières années. Aux États-Unis, nous avons une démarcation entre d'une part les sécurités relevant de la SEC et d'autre part les commodités et matières premières relevant de la CFTC. C'est un sujet de débat majeur en Amérique qui n'existe pas forcément dans d'autres juridictions. Au Royaume-Uni, par exemple, il n'existe qu'un seul régulateur financier responsable de tous ces actifs. Ils trouvent ça curieux que nous passions tellement de temps à nous arracher les cheveux pour trouver une ligne de séparation claire entre ces types de titres.
Pour nous, l'existence de ces deux régulateurs fédéraux distincts est un gros problème, parce qu'ils se livrent une guerre d'influence politique pour étendre leur territoire juridictionnel et que nous avons l'impression d'être une victime collatérale de ce conflit. Voilà pour le contexte global. Au milieu de tout ça, il y a le test de Howey, qui définit ce qu'est une sécurité. Il faut prouver l'existence d'un investissement d'argent dans une entreprise commune et dans le but de faire un profit basé sur l'effort d'autrui. Ces 4 critères sont parfois difficiles à identifier, et on peut se faire des nœuds au cerveau en essayant de les différencier. Mais ce qui est important de savoir est qu'ils doivent tous être validés pour que l'actif soit considéré comme une sécurité. Un Picasso, par exemple, n'est pas considéré comme tel parce que bien que celui qui l'achète espère gagner de l'argent avec l'augmentation de sa valeur, cette augmentation n'est pas basée sur l'effort d'autrui. On peut donc imaginer qu'un cryptoactif ne soit pas une sécurité s'il est suffisamment décentralisé, auquel cas le critère d'entreprise commune n'est pas satisfait, même s'il existe une utilité spécifique associée avec le jeton en question. Ce dont nous avons le plus besoin aux États-Unis à ce stade, c'est d'une réglementation claire qui mette fin à cette guerre des clans. La SEC et la CFTC ont montré qu'elles n'étaient pas capables de se partager le gâteau et de se répartir les tâches convenablement. Il faut donc que le Congrès intervienne avec une loi qui résolve ces problèmes. Et j'ai d'ailleurs été agréablement surpris de voir qu'il y a des projets de loi à ce sujet en cours de développement. Ou alors, il faudrait que les prétoires décident d'une jurisprudence claire qui ne laisse plus place au doute. C'est dans ce second cas de figure que notre litige avec la SEC peut contribuer à faire avancer les choses. Le Congrès est tout à fait conscient de l'intenabilité de la situation actuelle. Ils ont raison de craindre que les États-Unis et leurs conflits politiques internes soient délaissés pour d'autres juridictions telles que le Royaume-Uni, Singapour, Hong Kong ou les Émirats arabes unis. Différentes métropoles autour du globe tentent de devenir compétitives pour capter les investissements et jouer un rôle dans le futur de la crypto et du Web3. L'Europe vient d'adopter une législation claire et complète bien avant les États-Unis. Nous nous considérons d'habitude comme des leaders innovants du secteur technologique, mais il semble qu'actuellement, nous sommes en retard sur l'Union européenne parce que nous n'arrivons pas à mettre de l'ordre dans nos rangs. Pour en revenir à la plainte de la SEC, elle concerne 13 cryptoactifs sur les 200 que nous listons, et qu'ils considèrent être des sécurités. On parle donc ici d'un pourcentage relativement faible des projets que nous proposons. L'absence actuelle de jurisprudence sur l'application du test de Howey aux cryptos devrait pousser les tribunaux à se pencher sérieusement sur ce cas. Solana, par exemple, est l'un des 13 projets que la SEC pense être une sécurité. Mais on peut imaginer une vision des choses plus nuancée qui consisterait à considérer qu'un projet peut commencer en étant une sécurité, lors de la collecte de fonds au début du projet par exemple, puis devenir progressivement quelque chose d'autre, une fois qu'ils sont suffisamment décentralisés et ont une utilité claire. Si on dit que Solana n'est pas suffisamment décentralisé, parce qu'il existe par exemple une fondation Solana et d'autres facteurs, qu'en est-il d'Ethereum? Ici, il nous faut donc pouvoir tirer des conclusions assez nuancées. Dans le projet de loi de McHenry et Thompson, qui a été débattu au Congrès la semaine dernière, ils abordent cette question de savoir ce qui permettrait à un actif ayant commencé comme une crypto-sécurité de devenir une commodité. Nous sommes conscients que beaucoup de ces détails peuvent varier grandement d'une année sur l'autre. Et c'est pourquoi chacun des projets listés sur Coinbase a fait l'objet de recherches approfondies et d'une analyse juridique en 72 points qui nous a mené à rejeter la grande majorité des projets évalués. Pour chaque jeton que nous avons décidé de lister, il nous semble qu'il y a un argumentaire solide visant à montrer qu'il s'agit d'une crypto-commodité. Et c'est ce que nous allons arguer devant les tribunaux. Le manque de clarté actuel dans la réglementation est un caillou dans la chaussure de toutes les startups crypto américaines, qui sont obligées d'engloutir d'énormes sommes d'argent dans des dépenses légales et des frais d'avocat qui ne peuvent que leur dire qu'ils ne peuvent pas répondre avec certitude aux demandes de leurs clients en l'absence de jurisprudence et de consignes claires. Le député Patrick McHenry a posé au président de la SEC Gary Gensler une question très simple lors d'une audience. Il lui a demandé si Ethereum était une commodité ou une sécurité, et Gensler a tout simplement refusé de répondre. Donc même sur les plus gros projets, il ne donne aucune réponse claire. Il faut que cette situation cesse, non seulement dans notre propre intérêt, mais pour l'industrie entière. Quel que soit le résultat de ce procès, je pense qu'il nous permettra d'avancer. La SEC nous accuse de lister des projets trop facilement, mais comme je l'ai déjà dit, nous en avons rejeté l'immense majorité. Sur ceux que nous avons acceptés, nous avons fait une analyse très rigoureuse, au point que nous avons une pile de dossiers sur chaque projet. L'ironie, c'est que pendant la période d'examen de ces projets, nous leur avons sans relâche demandé des avis que nous n'avons jamais reçus. C'est comme ça que les choses devraient fonctionner normalement.
Le régulateur publie des règles que les entreprises s'efforcent de suivre. Mais il faut bien se rappeler que nous n'avions aucune règle sur lesquelles nous baser. Nos requêtes sont restées sans réponse et nous n'avons reçu aucun retour de leur part. Dans cette situation, où le régulateur abdique toute responsabilité, nous avons dû créer notre propre processus d'évaluation. Je suis fier du travail que nous avons fait dans ce domaine en collaboration avec quelques-uns des meilleurs juristes du monde. Je pense qu'au tribunal, le jury saura apprécier l'injustice de la situation. Coinbase a demandé des éclaircissements à la SEC, a rencontré leurs représentants à une trentaine de reprises différentes, ont développé en autonomie leur propre système d'évaluation en collaboration avec une équipe juridique d'élite, et a fini par être mis en procès par le régulateur au titre de la vente illégale de sécurité. Cette situation est injuste et dommageable pour les États-Unis. En dépit de ces vents contraires, nous souhaitons rester en Amérique, parce que c'est ici que nous avons créé Coinbase, parce que c'est un marché important, mais aussi parce que c'est un état de droit. En général, les gens sont de bonne volonté, même si les résultats prennent parfois du temps à se montrer. C'est pourquoi nous comptons continuer à opérer et à être le leader de l'industrie crypto aux États-Unis. Nous allons finir par aboutir à une situation concrète plus juste, que ce soit par le biais des tribunaux ou par celui du Congrès. Il y a aussi des chances que les élections de 2024 changent la donne. L'Amérique arrive généralement à gérer ses problèmes, même si ça prend parfois plusieurs années pour elle de trouver le bon cap après avoir essayé plusieurs options qui ne marchaient pas. Non seulement nous comptons être le leader aux États-Unis, mais nous nous efforçons aussi d'être une entreprise multinationale. À ce stade, nous avons des entités dans une grande partie des principaux centres financiers du monde. En bref, notre objectif est d'être une entreprise américaine ayant un impact mondial.